Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début de la saison 2 des 4 Cavaliers de l'Apocalypse. Donc la suite de Nanatsu no Taizai, les 7 péchés capitaux, Seven Deadly Sins, peu importe comment vous l'appelez. Comment vous dire que c'est actuellement la série que j'attends le plus sur cette saison d'automne qui vient de commencer, puisque je tourne actuellement, nous sommes le 8 octobre, mais vu que je vais suivre d'autres saisons, enfin d'autres séries, et que Fortnite of the Apocalypse va se terminer pour la saison 1 fin octobre sur la chaîne, je vais probablement faire une petite pause, donc je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ces épisodes, ces critiques sur la chaîne. Mais voilà, sachez que je suis, vu que la fin de la saison 1 était géniale. Je me demandais comment est-ce qu'ils allaient terminer. Je pensais pas qu'ils allaient terminer sur le cliffhanger d'Arthur qui débarque à Lyonesse. Mais c'était juste parfait. Et alors, ce premier épisode de saison 2, ils te mettent le niveau haut. Alors, ce qui peut poser plusieurs problèmes, puisqu'effectivement, c'était le premier épisode. L'animation va à fond. C'est clairement, ça va à fond. La question, ça va être de savoir, est-ce qu'on va garder cette qualité sur tout le reste de la saison? Ou est-ce qu'on risque d'avoir une baisse de qualité? C'est malheureusement souvent le risque avec les premiers épisodes, donc on verra bien. J'ai vu passer l'info comme quoi il n'y aurait que 12 épisodes cette saison. Alors, ce qui est surprenant et en même temps pas tant que ça, puisque pour rappel, moi, j'ai lu Fortnite of the Apocalypse à partir du moment où c'est sorti, donc après la fin de Nanatsu no Taizai. Cependant, ça fait des mois, de bons gros mois, que je n'ai pas lu le manga. Et je me rends compte avec cet épisode-là, bah qu'en fait, je vais très très vite être dans la découverte pure, puisque on a eu le titre du prochain épisode sans preview, sans rien, mais je sais à peu près, surtout avec l'opening, ce qu'on va adapter sur ce début de saison. Et en fait, bah ouais, je me rends compte que très très vite, en fait, on va débarquer dans une partie du manga que je n'ai pas lu, en fait. Alors pour plein de raisons, parce que je suis plus autant dans les mangas, dans les animés que j'ai pu l'être il y a quelques années en arrière. Parce que j'ai 27 ans aujourd'hui, je travaille tous les jours, donc j'ai plus forcément autant de temps qu'avant, quand j'étais à la fac, ou quand j'étais même encore quoique au lycée peut-être pas, mais un petit peu du lycée, mais surtout la fac, j'avais beaucoup plus de temps à consacrer, bien malheureusement, aux mangas et aux animés. C'est vrai qu'actuellement je ne suis plus grand-chose. Faut dire qu'il y a quand même pas mal de mangas que je suivais qui se sont terminés, que ce soit Fairy Tail, Eden Zero, Naruto, euh, One Piece que j'ai complètement arrêté de suivre parce que ça ne m'intéresse absolument plus. Ça y est. Donc, et puis Nanatsu no Taizai également. Donc c'est vrai qu'il y a moins de trucs qui m'intéressent que je suis prête à m'engager et à suivre. Donc voilà, autant sur les deux trois premiers épisodes, a priori, je vais à peu près savoir de quoi on parle et tout. Mais très vite, vous allez être dans de la découverte et on va pouvoir faire de la théorie. Alors j'ai vu passer quelques infos très vite fait sans vraiment plus me renseigner, donc je pense à peu près savoir. En tout cas, je croise fortement les doigts pour qu'ils nous fassent pas comme la saison 2 de Nanatsu no Taizai, par pitié. Parce que la saison 2 de Nanatsu no Taizai, elle était vraiment cool. Mais il y a un événement majeur qui se passe 5 épisodes avant la fin, ils ont décidé de pas finir par ça, et c'est catastrophique niveau rythme, en plus c'est un bordel. Donc je pense savoir pourquoi à l'heure actuelle, peut-être que les infos vont changer, ça met on aurait du Fortnite of the Apocalypse que pendant la saison d'automne du coup peut-être? Si on part effectivement que sur 12 épisodes, je ne sais pas. Mais voilà, sachez que je pense savoir pourquoi est-ce qu'on y a 12 épisodes qui sont annoncés. J'ai une petite idée de jusqu'à quel événement ils veulent aller. Par contre, ça implique potentiellement qu'on va très vite rattraper le manga. Et donc qu'on n'aura pas de saison 3, si saison 3 il doit y avoir un jour, avant un moment. On va être un petit peu, je veux dire, on va être comme du Black Butler. Mais non, Black Butler, ça fait des années qu'on attend une suite. Quasiment 10 ans maintenant. Mais peut-être comme du Made in Abyss.
qui en une saison, en un film, arrive à rattraper le manga, donc, et le manga étant un biannuel, dans le meilleur des cas, voilà, c'est compliqué de pouvoir avoir du matériel à adapter. Donc voilà, ce petit préambule fait pour le début de la saison, du coup, que j'estime être important, on va pouvoir attaquer l'épisode en question et d'aucuns pourraient vous dire qu'il se passe pas grand-chose dans cet épisode, parce que foncièrement, il se passe pas grand-chose dans cet épisode. Mais oh là là, parce qu'en gros, donc, pour rappel, à la fin de la saison 1, donc Arthur venait de débarquer à Lyonesse, dans toute sa grandeur de roi, de machin et tout, avec un escalier qui descend du ciel. Enfin, c'était une dinguerie. Et là, du coup, on va avoir, grosso modo, l'épisode se concentre principalement sur un fight entre Arthur et les quelques opposants qui vont se mettre sur sa route. Principalement Tristan, qui fonce un petit peu tête baissée, mais qui ne maîtrise pas le pouvoir démoniaque qu'il a hérité de Méliodas. Il se laisse consumer par ce pouvoir jusqu'à ce que ça ait l'air presque d'en devenir douloureux. Et c'est Lancelot qui va un petit peu intervenir pour le ramener à son état entre guillemets normal. Puisque donc, pour rappel, Tristan étant le fils, alors là aussi, ça dépend comment est-ce que tu prends le truc, mais étant le fils d'un démon, Méliodas, et en théorie d'une déesse, Élisabeth, Tristan est ce qu'on appelle un Néphilim. Donc c'est une créature particulière dans l'univers de Nanatsu no Taizai, encore plus que tous ceux qu'on a déjà vus. Le problème étant que Elisabeth, dans cette forme-là, est censée être une humaine. Donc, ouais. Mi-démon, mi-déesse, ça reste à discuter, quoi. Et donc voilà, il se laisse pas consumer comme on a pu voir Méliodas en début de saison 1 de Nanatsu, au tout début. Mais on sent qu'il est pas totalement en possession de ses moyens. Et justement, il avait demandé aux gens de prévenir Lancelot, de lui dire mec, faut que tu viennes m'aider, ça va déraper. Il en a conscience lui-même, malgré tout. Et en fait, très vite, Méliodas se jette dans la bataille parce qu'il veut pas laisser son fils combattre Arthur, puisqu'on rappelle que Arthur. Alors là aussi, mes souvenirs sont très flous parce que je n'ai pas relu Nanatsu no Taizai depuis la fin. Et on va dire que la fin de Nanatsu no Taizai, c'était un petit peu oh, un chouïa, hein, rien du tout, mais légèrement bordélique sur les bords, soyons très honnêtes. Entre le combat entre le roi démon Zeldris, le roi démon Méliodas, le roi démon tout court, c'était déjà compliqué. Avec Maël, Starossa, tout ce bordel-là, Escanor, machin et tout, c'était compliqué. Et pour une raison que je n'ai jamais compris et que je ne valide toujours pas, même encore aujourd'hui, Nakaba Suzuki, très probablement pour préparer à l'arrivée de Fortnite of the Apocalypse, a décidé à la fin de Nanatsu de nous présenter bon, tout un truc qui était teasé hein, autour d'Arthur et de Excalibur principalement. Mais en gros, on a découvert qu'il y avait une entité qui représentait le chaos, quoi que ça veuille dire, qui était principalement contenue d'ailleurs dans la mer de Hawk, euh, qui en fait s'est plus ou moins emparé d'Arthur avec Excalibur, Merlin rejoint son côté. Là, c'était très très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que Arthur est d'une manière ou d'une autre l'incarnation du chaos, quoi que ça veuille dire, quoi qu'on mette derrière cette définition-là. Merlin est à son service et continue à lui rester fidèle, comme dans les légendes, j'ai envie de vous dire. Et Arthur a perdu un bras lors de la bataille d'il y a 16 ans. Et il utilise plus ou moins un bras artificiel, comme il le dit lui-même, pour se souvenir de sa naïveté, de son manque d'expérience de l'époque, en fait. On est 16 ans plus tard. Il me semble que Arthur, je peux me tromper, mais je crois qu'il avait à peu près 16 ans à l'époque. Donc il est au moins dans la trentaine. Facile. Et donc du coup, on a Arthur beaucoup plus mature, légèrement traumatisé quand même par la guerre qui s'est passée il y a 16 ans. Parce qu'on rappelle qu'au tout début de Nanatsu, lui, il s'était pointé avec Merlin à Lyonesse pour dire
Oui, alors il paraît qu'il se passe des trucs bizarres, est-ce qu'on peut aider? Il s'est retrouvé embarqué dans un truc, laisse tomber. Et en fait, la cause principale d'Arthur, c'est de se dire, il y a trop de créatures magiques, il y a trop de trucs que l'humanité ne contrôle pas et n'est pas assez forte pour affronter. Et donc, il faut que l'humanité reprenne le dessus sur sa terre, en fait. Et c'est pour ça que Arthur est dans tout ce délire de faut éradiquer les autres races, en fait, globalement. Et c'est très symbolique dans son palais, dans tout ce qui entoure son design. Donc voilà. Alors, la raison pour laquelle Merlin cautionne totalement tout ça, je ne sais plus si on l'avait à la fin de Nanatsu. Si oui, je l'ai complètement oublié, soyons très honnêtes. Soyons très honnêtes. Mais on voit pas Merlin dans cet épisode d'ailleurs. On voit les chevaliers d'Arthur qui viennent le chercher à un moment parce qu'ils se disent oui, bon, monsieur, vous êtes gentil, mais on va peut-être éviter d'enclencher une guerre totale. Ouais, vous avez conscience que c'est pas forcément le bon truc. Et puis, voilà. Et ils décident du coup de se barrer. Puisque donc Tristan va affronter Arthur et va pas réussir à faire grand chose, soyons très honnêtes. Méliodas va se joindre dans la partie, et franchement, je vais vous avouer que quand il a fait son full counter, ah, ça m'a fait de ces frissons, parce que il faut savoir que Méliodas dans Nanatsu, c'est, je pense pouvoir le dire sans me tromper, mon personnage préféré. Depuis quasiment Day One. J'adore ce personnage dans tout ce qu'il représente, que ce soit dans son histoire tragique, que ce soit dans le côté overpower, qu'il est complètement cheaté. Enfin, dans sa personnalité et tout, j'aime énormément Méliodas. Bon, le côté pervers, personnellement, ne m'intéresse pas, mais c'est rigolo à voir 5 minutes, quoi. Allons-y. Donc, le voir affronter Arthur pour protéger son fils, parce que c'est du coup, a priori, pour tout ce qu'on en sait, c'est la première fois qu'il a un enfant avec Elisabeth, au bout de 3000 ans. Sachant qu'il y a quand même une Elisabeth avec qui il a vécu, qui a vécu jusqu'à sa mort, vieille. Donc, ça pose des questions à ce niveau-là, sur comment est-ce que ça se fait qu'il n'y ait jamais eu une descendance à ces deux-là. Et donc il est prêt à prendre un coup pour son fils, Tristan qui bien évidemment se rebelle un petit peu, qui dit mais quand est-ce que tu arrêteras de me traiter comme un enfant, machin machin. Parce qu'il a Tristan a des daddy issues, hein, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Il est beaucoup plus proche de sa mère pour le coup. Et donc voilà. Et c'est là que Lancelot intervient du coup pour calmer Lancelot, pour calmer Tristan, du coup, et avoir son premier match-up contre Arthur. Et je dois bien avouer que ça aussi c'est hype, parce que s'il y en a bien un dans les légendes arthuriennes qui a des bisbilles avec Arthur, c'est bien Lancelot, puisque je rappelle, pour si vous ne savez pas, c'est que Lancelot a plus ou moins piqué la femme d'Arthur dans les légendes. Voilà. Et on sait que Guenièvre existe dans cet univers, puisque Lancelot l'a rencontrée. Et visiblement, d'une manière ou d'une autre, on va avoir un timeskip dans l'histoire. Que ce soit un timeskip réel, genre à la Naruto par exemple, ou à la One Piece, genre on passe 2-3 ans et puis on voit ce qui se passe. Mais bon, vu que c'est une gamine qui a une dizaine d'années à ce moment-là, et qu'on la voit, elle a l'air d'être quand même un peu plus adulte dans sa robe de mariée et tout, bon, a priori, on devrait avoir un timeskip, et ça irait avec des informations que j'ai sur la suite du manga que je n'ai pas lu, mais on va pas revenir là-dessus. Donc, soit on a un vrai timeskip, soit on aura peut-être le temps qui ne passe pas de la même façon dans l'univers d'Arthur, peut-être. Je ne sais pas, puisque on rappelle qu'Arthur était parti, enfin avait envoyé Ironside chercher son épouse. Donc, a priori, c'est Guenièvre. Et on sait que Guenièvre, il me semble qu'elle a plus ou moins dit à Lancelot que leur rencontre là, ça allait être la dernière avant un long moment. Enfin, il va se passer des trucs à l'avenir que Guenièvre est au courant, mais que nous ne savons pas encore, puisqu'elle a un don de préscience plus ou moins à ce niveau-là. Et ouais, comment dire que bon bah Lancelot, oh, il se défend plutôt pas trop mal contre Arthur. On se défend plutôt pas trop mal. C'est Tristan lui-même qui nous rappelle ce qu'on avait déjà entendu dans la saison 1, c'est que Lancelot a disparu il y a à peu près 16 ans, donc genre quand il avait 10 ans.
il s'est fait plus ou moins kidnapper, on sait pas trop comment, avec Jericho. Il me semble que ça a un rapport avec un lac, on avait eu un mini manga, une petite histoire qui nous présentait justement Lancelot, là où on avait déjà vu Tristan à la fin de Nanatsu. Et du coup, voilà, il est revenu 3 ans après avec une force particulièrement décuplée, et d'après les dires de Jericho, ils en ont quand même pas mal bavé. Et qu'à l'heure actuelle, Lancelot serait plus ou moins équivalent à l'un des 7 péchés capitaux. Alors, ça veut tout et rien dire parce qu'ils sont très différents chacun à leur niveau. Ou en tout cas, du moins, que Lancelot est un bon match-up pour Arthur. Et effectivement, il lui fait quand même 2-3 dégâts. On voit du sang et c'est con. Franchement, c'est bête, hein. Mais après s'être tapé une saison 3, je crois que c'était à partir de la 3 que ça a complètement déconné. Après s'être tapé du sang blanc censuré complètement dégueulasse, avoir du sang rouge, avoir des dents pétées, des machins et tout, bon, ça fait du bien. Ça fait du bien. Lancelot va utiliser un petit peu une épée qui va briser, machin et ça. Et en fait, juste avant qu'Arthur se barre, il va un petit peu changer de posture et il va commencer à utiliser sa main droite. Perceval nous fait la réflexion que, mais attends, Lancelot, il était pas censé être gaucher à la base? Moi, ce que j'en comprends, c'est que Lancelot se bride volontairement, qu'il n'utilise pas sa main dominante, que du coup, il a moins de pouvoir comme ça. Ce qui laisse un petit peu imaginer le niveau du mec, quoi. Donc voilà, l'épisode se concentre principalement là-dessus, et puis à la toute fin, du coup, alors pendant l'épisode, on a Arthur qui vient expliquer un petit peu ce qu'il recherche, en fait. Il, il vend un petit peu du rêve aux habitants de Lyonesse en rappelant la guerre, qu'ils ont perdu des gens, comme on l'a vu avec... Ah, j'ai oublié son nom, mais le mec du village des démons, qui s'est fait tuer pour avoir essayé de protéger sa fille en saison 1. Bah, du coup, c'est vrai que il y a des gens, ils ont des blessures profondes, et j'aime beaucoup puisque c'est quelque chose que Perceval dit comprendre. Parce que lui aussi a perdu son grand-père, alors des mains de son propre père, a priori. Mais il peut totalement comprendre cette volonté de retrouver ses êtres chers d'une autre façon, puisqu'en même temps, Lyonesse, c'est un petit peu un nid soyons polis, c'est un petit peu un nid à problème, on va dire. Parce que c'est pour ça que Arthur me fait beaucoup rire quand il dit oui, tu sais, à Camelot, on a subi des trucs, des machins et tout. Dans ma tête, je me dis oui, alors Lyonesse, ils sont quand même plutôt pas mal aussi, quand même, hein. Après, je dois bien avouer, Camelot s'est fait détruire entièrement. Effectivement, c'est quand même particulier. Mais donc voilà, en fait, il essaye de recruter des gens pour venir dans son paradis à lui, en fait, que Jericho nous avait déjà un petit peu montré des trucs. Et on va dire que je sais aussi des trucs par rapport à tout ça, mais on en discutera quand ça arrivera dans l'histoire. Et du coup, à la fin de l'épisode, donc on voit un petit peu toutes les personnes qu'on a rencontrées en saison 1, qui aident un petit peu à la reconstruction de la ville, à soigner les civils, ce genre de choses. Et on termine sur une petite discussion entre nos 4 zigotos, là. De, Anne, qui est en fangirl totale sur Meliodas et sur les Seven Deadly Sins, et qui se dit, mais c'est pas possible, le roi peut pas être un gamin, machin et tout. Enfin, admettons, pourquoi pas. D'ailleurs, très drôle parce que dans l'épisode, quand Lancelot montre un petit peu de quoi il est capable, mais alors, ses réactions sur surenchère sur réaction, ils sont en mode, mais attends, quoi? Depuis quand t'es aussi pété, toi? Donc bon, c'était très très drôle. Et du coup, voilà, l'épisode se termine réellement sur Lancelot qui vient voir un petit peu le groupe de Perceval et qui se rend compte qu'ils sont tous endormis sur son lit et qui sourit du coup en voyant ça. J'aime beaucoup le fait que Lancelot est très attaché au groupe de Perceval malgré tout. Il est tout seul de son côté en tant que cavalier de l'Apocalypse, tout comme Gawain a priori, Gawain. Mais il est quand même très attaché à Perceval et aux 3 zigotos qui le suivent, quoi. Donc franchement, c'est mignon, c'est choupi, ça met un petit peu du baume au cœur après tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on a Arthur qui, dans cet épisode, j'ai plein de trucs à dire, qui du coup nous fait la réflexion que ouais, il a bien senti qu'effectivement, il y a 3-4 forces aux alentours qui seraient pas très très contents s'ils commençaient à se battre. Donc on voit Gauser, qu'on avait rencontré en saison 1. On a Ban de dos. Et on a du côté de la forêt du roi des fées,
avec Diane et King. Et franchement, mais qu'est-ce qu'il a la classe maintenant qu'il a sa forme adulte, entre guillemets, qui était arrivé dans Nanatsu. Franchement, ça rend trop bien. Je veux voir Elaine. Franchement, je veux voir Elaine. Mais bon. Peut-être un jour plus tard, sait-on jamais. On finira peut-être par aller à Benwick. Sait-on jamais. Mais donc voilà, franchement, c'était un épisode très sympathique qui a remis ma hype à fond, même si vous verrez pas les reviews tout de suite. Mais moi, je suis à fond, j'en veux plus. Franchement, l'épisode est passé très vite. Quand on est arrivé au milieu de l'épisode, j'étais là. Attends, comment ça, milieu d'épisode? Et puis quand c'est arrivé à la fin... Ah, surtout que c'est une galère pour regarder Fortnite of the Apocalypse. Sérieusement, autant Dragon Ball Daima, on sait que ça va sortir sur ADN. ReZero la saison 3, on sait que ça va sortir sur Crunchyroll. Ranma 1,5, je sais que ça sort sur Netflix. Fortnite of the Apocalypse est censé sortir sur Netflix également, mais visiblement ils vont attendre la fin de saison. Je déteste Netflix pour ça, vraiment. Et pour Uzumaki, c'est disponible via Adult Swim, mais impossible pour moi de regarder. J'ai tenté des trucs, impossible, ça veut pas. Donc tant pis, on va se résoudre aux moyens alternatifs, on va dire. Mais ouais, Fortnite of the Apocalypse, c'est criminel. Même si Seven c'est pas forcément terminé de la meilleure des façons, c'est criminel de pas laisser les gens profiter de Fortnite of the Apocalypse. Parce que franchement, niveau animation, encore une fois, hein, ça a peut-être changé par la suite, mais là, niveau combat, mon dieu, mais ils envoient la sauce. On a même à un moment un plan de Meliodas qui protège son fils et tout, mais les ombres, les couleurs, les tout ça. C'est trop bien, franchement, c'est trop trop bien. Petit point opening ending, j'aime bien l'ending, il est sympathique, puisqu'on est en mode très souvenir, très ton pastel, très... En gros, des flashbacks sur la vie de Perceval avec son grand-père. Et alors qu'il se réveille un petit peu en pleurant et tout, bah, il a ses amis du coup qui sont là pour les réconforter et tout, donc pourquoi pas. Et l'opening, alors niveau musique, c'est pas particulièrement mon style, je vais être très honnête. C'est pas vraiment mon style de musique, l'opening. Mais la hype de commencer la saison 2 et de ce que l'opening nous montre, mais j'étais là, ok, c'est pas grave. La musique, peut-être qu'avec le temps, je vais m'y faire, mais là, encore une fois, je suis une énorme fan du premier générique, du premier opening de Final Fantasy Apocalypse, la saison 1. Il est juste génial, je trouve que c'est totalement mon style. Celui-là, moins. Moins. Mais on nous montre des trucs dans l'opening. Je vais rien vous dire, je vais pas vous spoiler, c'est pas le but. D'autant que je ne sais pas, j'ai pas tout compris non plus, puisqu'il y a des trucs que j'ai pas vus encore une fois. Mais a priori, on a un ou deux personnages un peu connus qui vont revenir. On a des nouveaux personnages, semblerait-il. Bon, ça promet plutôt des trucs sympathiques, je pense. Ouais. Donc voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps, j'ai surkiffé cet épisode, même si j'aime beaucoup Ranma 1,5 et que j'attends ça vraiment, je suis très contente qu'il y ait des gens en plus qui réagissent. Ranma 1,5, c'est beaucoup plus comique, il y a pas autant de trucs dramatiques, ni de trucs, je vais pas dire profonds, mais ça me touche d'une autre manière. Là, Fortnite of the Apocalypse, c'est à un autre niveau. Peut-être parce que j'ai rattrapé toute la saison 1 qui me manquait, genre les trois quarts, en un mois et demi. Mais ouais, Fortnite of the Apocalypse, la saison 2, ça commence super bien et je sens qu'on va passer un super moment. Allez, sur ce les gens, bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2. Du coup, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres séries que je suis en train de regarder sur la chaîne. Alors, vous, au moment où vous verrez ça, je sais pas très bien quand on sera, mais il y aura de toute façon des trucs. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour, sinon à regarder mes reviews de la saison 1 si vous les avez pas vus, ça peut peut-être vous intéresser. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.